Bonjour ou rebonjour, soyez les bienvenus. Dernière ligne droite sur ce forum économique breton, en tout cas dernière après-midi, sur un programme très très riche. Merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour parler attractivité, formation. Nous avons avec nous des spécialistes du sujet que je vais vous présenter immédiatement. Alors avant cela, moi-même je me présente. Je m'appelle Gaëlle Bouffard et je suis animatrice journaliste. À vous, je vais vous présenter. Alors tout d'abord, nous avons, je le disais, trois acteurs vraiment incontournables de l'emploi et de la formation. Valérie Frénéa pour Manpower, José Milano pour Homes Education. Je ne sais pas si on le dit en anglais ou... Education, on va le dire en français. On dit en français. Marie-Laure Collet pour l'APEC. Et avec nous également une entreprise, avec vous, Valérie Wintner, on le dit comme ça ? Corinne, j'ai dit Valérie. Ah oui, dans mon script, j'ai mis Valérie. N'importe quoi, Corinne, c'est beaucoup mieux. Ou en tout cas, c'est très bien. Oui, parce que c'est pas très sympa pour son homologue qui est à côté. C'est vrai que franchement, c'est pas très sympa. Ça va le faire. C'était pas facile de Valérie. Ah, on commence bien. Hein. Vous êtes en forme ? Vous avez vu, moi aussi. Alors, première question pour vous. C'est parce que c'est votre dernière, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est la dernière. Après vous, j'ai terminé. Mais on va bien la faire quand même, hein. On va bien le faire ce plateau. Alors, j'ai envie qu'on parle de Brittany Ferries pour qu'on comprenne à qui on a affaire, qu'on comprenne vos spécificités ressources humaines. Brittany Ferries, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs par exemple ? Quels sont les grands chiffres ? Alors, quelques chiffres pour situer Brittany Ferries. Aujourd'hui, c'est 2400, ce qu'on appelle ETP dans le jargon, hein, équivalent temps plein. Une population, alors toujours des mots ARH, hein. Donc des salariés qui sont des navigants, c'est vraiment le gros de nos salariés, à peu près 1800 marins. Et un marin, c'est quoi chez Brittany Ferries ? C'est à la fois quelqu'un qui va être matelot, qui va être officier, qui va être mécanicien, mais aussi une grosse population de personnel hôtelier et de restauration, puisque nous accueillons à bord de nos bateaux des passagers essentiellement. Une dizaine de bateaux, 12 destinations, une grosse activité saisonnière. Donc on passe en été à quasiment 3000 salariés. Donc je vous laisse imaginer le service recrutement chez Brittany Ferries, surtout par les temps qui courent. Et puis c'est aussi beaucoup de Bretons, puisque plus de 70% de nos marins sont domiciliés en Bretagne. Je le mentionne parce que c'est assez rare dans le domaine maritime. Beaucoup d'armateurs recrutent très loin. Ce n'est pas le cas de Brittany Ferries. Nous sourçons vraiment sur le territoire. Ça a été un des principes fondamentaux lors de la création de la société, justement de fixer les jeunes sur le territoire et de créer de l'emploi. Et ça reste toujours aujourd'hui une valeur forte chez Brittany Ferries. Alors, comme beaucoup d'acteurs ici, vous avez du mal à recruter, vous connaissez une pénurie de talents. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent justement de l'expliquer, cette pénurie, particulièrement sur votre secteur d'activité ? Alors, on a effectivement connu une grande pénurie de talents et de salariés en 2022, après le Covid. Je dirais que tous nos saisonniers qui avaient l'habitude de revenir d'une année sur l'autre, on n'avait pas pu leur offrir de poste ni en 2020 ni en 2021, puisque nos bateaux étaient arrêtés. Et ces gens-là, ils ont disparu de la circulation, ils sont allés faire autre chose. Et donc on s'est fixé vraiment comme objectif primordial pour l'année 2023 de ne pas revivre, à la fois pour, je dirais, les équipes de recrutement et de planification des personnels, mais aussi pour les salariés eux-mêmes, parce que ceux qui étaient là travaillaient 2 fois plus. Et en 2023, on a réussi, mais au prix de la mise en place d'une machine de guerre en termes de recrutement, à avoir suffisamment de personnel à bord de nos navires pour qu'il n'y ait pas de fermeture de points de vente. En 2022, on avait dû fermer des restaurants à bord de nos navires, c'est-à-dire qu'on avait des passagers, mais on ne pouvait pas leur donner à manger. Ce qui, en termes d'expérience client, n'est pas formidable. Et on a vraiment mis cette machine de guerre en place pour justement trouver les effectifs requis. Mais justement, j'ai envie que vous nous en parliez de cette machine de guerre. Comment est-ce que vous avez décidé d'agir ? Sur quel levier est-ce que vous appuyez ? Alors, plusieurs leviers. Beaucoup de partenariats avec les écoles. On va se faire connaître très, très tôt auprès des lycées hôteliers,
des lycées professionnels. Et il faut dire qu'en Bretagne, on a pas mal de chance parce qu'on a beaucoup d'écoles hôtelières. Il y a la Closerie, il y a l'école de Quimper, il y a l'école de Saint-Main-le-Grand, avec lesquelles on a développé des partenariats. L'idée, c'est de développer des partenariats, s'engager à prendre des apprentis, se faire connaître auprès de ces futurs diplômés. Et pour ce qui concerne les métiers traditionnels du marin, nous avons l'ENSEM de Saint-Malo, qui forme des mécaniciens officiers sur une période de 3 ans. On a développé des partenariats avec cette école-là depuis 2015 déjà. Tous les ans, nous prenons une 60aine d'élèves en première année qui viennent naviguer à bord avec leurs professeurs. Donc ils voient vraiment le terrain de ce que c'est que la vie de marin, la vie d'un mécanicien à bord, et ils voient aussi la vie à bord. Il y a l'aspect effectivement purement professionnel et technique, et puis il y a la vie à bord en communauté. Des partenariats également avec des lycées professionnels. Donc on a pas mal de lycées professionnels maritimes en Bretagne, à Étel, à Nantes, à Paimpol. Donc nous sourçons vraiment dans ces écoles-là pour faire venir ces jeunes chez nous. Puis après, quand ils sont à bord, il faut reconnaître qu'il y a aussi une espèce de tutorat qui se met en place, puisque ce sont les plus anciens, les plus expérimentés, qui leur apprennent le métier. Après, il a fallu vraiment être imaginatif, parce que ça ne suffisait pas. Donc on a renforcé notre présence dans tout ce qui était événementiel, donc dans les salons de l'emploi qui sont tenus par les chambres de commerce, le salon Promère de Lorient, qui est très connu dans le monde maritime, les fêtes maritimes de Brest, ce soir, le Figaro à Roscoff, à la course du Figaro, on a un stand qui comporte une partie RH avec tout ce qu'il faut pour se faire connaître en tant qu'employeur. Et puis des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Là, nous tentons une expérience avec, par exemple, la région Rhône-Alpes, sous l'égide de Pôle emploi, pour mettre en place des formations de 6 semaines sur des commis de cuisine et des serveurs, et sur candidature spontanée de nos saisonniers, pouvoir proposer en fait un contrat saisonnier estival à la mer, chez Brittany Ferries, et un contrat saisonnier au ski dans les stations de Haute-Savoie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tente cette année. On a déjà quelques candidatures, donc je pense que la mayonnaise, entre guillemets, va prendre. Pour ce qui concerne le personnel sédentaire, parce qu'on a aussi des sédentaires, à Roscoff au siège social, mais dans toutes nos escales, que ce soit en Bretagne ou en Normandie. Là, nous avons, par exemple, sur un secteur qui est assez compliqué en termes de ressources, qui est tout ce qui est la ressource informatique. C'est un exemple. On a adhéré à un espace de coworking à Rennes pour étendre en fait notre champ de recrutement et pouvoir aller recruter quoi sur la région parisienne, quoi sur la région rennaise, et avoir une base d'informaticiens à Rennes dans l'espace de coworking. Donc voilà, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 3-4 ans. Et ça nous a vraiment obligés en tant qu'employeurs, en tant qu'entreprise, parce que c'était absolument vital. Et on se rend compte à quel point la ressource humaine est une ressource. Le mot est peut-être pas très très beau, mais pour l'entreprise, la pénurie de ressources humaines, c'est juste l'arrêt de l'exploitation, quoi. Donc, vraiment, ça nous a contraints à être imaginatifs, à être innovants, à mettre en avant les valeurs de la marque employeur, à se tenir à ces valeurs de marque employeur pour ne pas, on en parlait tout à l'heure, créer de déception par rapport à nos candidats et nos salariés. Et puis, je dirais qu'on a des nouveaux métiers dans le domaine de la ressource humaine, puisque maintenant, on fait du marketing. On fait du marketing comme on fait du marketing au commercial. C'est-à-dire, tout récemment, on a embauché une personne qui s'occupe de marketing digital pour être présent sur les réseaux sociaux et pouvoir vraiment attirer peut-être des populations de candidats qu'on n'aurait pas imaginées avant. C'est-à-dire vraiment élargir le spectre. On y reviendra, on parlera effectivement de tout ce volet marque employeur.
José Milano, j'ai envie de vous passer la parole. Donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes président directeur général d'Hommes Éducation. C'est aujourd'hui 15 écoles qui forment chaque année 40 000 étudiants, parmi lesquels 15 000 étudiants en alternance et 2000 cadres également en formation continue. Et vous venez tout juste d'ouvrir un nouveau campus, un campus à Rennes qui contient 5 écoles. Qui accueille 2000 étudiants. Alors, lorsque vous entendez les préoccupations RH d'une entreprise comme Brittany Ferries, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et selon vous, la Bretagne est-elle une terre de talent ? Alors, la Bretagne est une terre de talent et il faut partir du principe que toutes nos entreprises n'ont que des talents. Moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage de notre consoeur, c'est le basculement vers le marketing et le basculement vers l'innovation. Donc, c'est valable pour vos business models. C'est valable aussi pour les business models de la RH et de la formation. Alors ça veut dire quoi ? C'est qu'évidemment, on va continuer de robotiser dans toutes nos entreprises pour dégager de la ressource. Évidemment, on se pose la question de l'immigration ou des mobilités territoriales choisies ou pas, ou subies. Mais ça, ce n'est pas un levier qui, quoi qu'il en soit, va résoudre l'intégralité de nos difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à développer des outils plus sophistiqués, on l'a vu, avec des populations qui sont beaucoup plus éclatées. Parce qu'on voit bien qu'on a face à nous des modèles qui sont éclatés. On a habitué à des systèmes de formation où on connaissait bien, parce que nous, on les avait vécus, c'est-à-dire extrêmement pyramidaux, avec une succession, des tris faits par l'administration, j'allais dire par l'éducation nationale, et puis les entreprises, elles arrivaient un petit peu en bout de cycle. Là, les deux révolutions, c'est que la clé, c'est que les entreprises rentrent à tous les niveaux des processus éducatifs, accueille par intermittence des étudiants. Alors, on l'a fait avec des stages, on le fait de plus en plus avec l'apprentissage, l'alternance, y compris dans le supérieur. Et je dis en passant qu'un certain nombre de nuages, ce n'est pas le cas aujourd'hui ici, dans cette magnifique ville, un certain nombre de nuages arrivent sur l'apprentissage comme levier. Pour autant, ces sophistications de l'insertion professionnelle sont des leviers qu'il faut qu'on continue d'activer. Et évidemment, il faut qu'on se renverse un petit peu le cadre conceptuel qui a été le nôtre, c'est-à-dire qu'on cesse de penser un système sélectif en disant « je vais trouver la perle rare », mais de se dire « je n'ai que des perles rares, qu'est-ce que je peux faire pour les développer ?» Ce n'est pas toujours très simple, hein, on est bien d'accord. Si on met certains visages sur certains noms, une fois que j'ai dit ça, il y a une certaine limite à mon raisonnement. Ceci étant, c'est vraiment indispensable de renverser nos schémas mentaux, parce que sinon, on ne pourra pas résoudre la quadrature du cercle à laquelle nous sommes confrontés. Et je vais passer la parole immédiatement à Marie-Laure Collet, parce que je sais que vous n'allez surtout pas contredire José Milano sur ce sujet, du fait qu'il y a vraiment un talent en chacun de nous. C'est important, je crois, pour vous, notamment sur le volet inclusif. Absolument. Alors que ce soit sous ma présidence de l'APEC ou sous mon rôle d'ambassadrice du groupe Interaction, qui travaille à la fois sur l'intérim, mais aussi sur le recrutement et la gestion des carrières, nous avons à cœur de travailler ce sujet de l'inclusion, quels que soient les secteurs d'activité, quel que soit l'âge et quelle que soit la condition des gens. Au niveau de l'APEC, c'est facile à comprendre. Nous avons un mandat de service public qui nous oblige. Et l'APEC, tout comme Pôle emploi, Frédéric Sévignan intervenait avec moi hier, nous avons un rôle de trait d'union entre les demandeurs d'emploi et les salariés et les entreprises, notamment les intermédiaires privés de l'emploi. Et donc, nous avons un rôle d'éducation également vis-à-vis de tous les recruteurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient intégrés à l'entreprise, pour leur permettre de changer ce regard, pour permettre une plus grande inclusion. Et en ce qui nous concerne, le fondateur du groupe Interaction, Loïc Gallerand, est extrêmement pointilleux sur cette notion d'inclusion. Il a d'ailleurs des grands projets sur le sujet. En ce qui concerne la difficulté aujourd'hui, il faut savoir que 8 entreprises sur 10 estiment qu'elles vont avoir pour l'année à venir des difficultés de recrutement. Ce qui est plus inquiétant dans les statistiques, c'est qu'il y a un recrutement sur 5 aujourd'hui qui est abandonné, faute de candidats. Et sur ces recrutements, ce sont des créations de postes. Donc si on pense que 20% des créations de postes aujourd'hui sont obérées, vous imaginez, alors qu'on est à la veille finalement d'une autre vision économique de l'emploi, puisque on va arriver à la fin du papy boom. Yann Le Jolivet l'exprimait aussi avec nous hier. Moi, j'aime beaucoup
le ministère du Travail et du Plein Emploi, puisque je travaille régulièrement avec eux, mais j'aimerais qu'on soit aussi honnête intellectuellement en disant que ce que l'on connaît aujourd'hui d'une façon drastique, à savoir la pénurie des emplois, c'est avant tout structurel. Et évidemment, la répercussion conjoncturelle est liée à la très bonne économie que nous vivons aujourd'hui. On l'a vu notamment avec l'intervention de Bruno Le Maire à la REF la semaine dernière, les tensions de recrutement sont moins importantes depuis un trimestre. Ça concerne essentiellement les territoires et essentiellement les TPE-PME. Donc il ne faut pas se tromper aussi de débat. Donc il faut garder en tête toutes ces statistiques pour développer une stratégie RH, pour ne pas se tromper non plus dans les débats et surtout s'atteler à ce qui est aujourd'hui un petit peu perdu, c'est la fidélisation de nos collaborateurs. Alors, ce n'est pas perdu du côté de l'entreprise qui déploie des moyens, et vous l'avez dit, des moyens extraordinaires pour fidéliser ses collaborateurs, mais c'est plus perdu du côté salarié parce qu'aujourd'hui, c'est un peu open bar. Hein, je choisis, on en parlait ce midi à table, je peux demander dès le premier entretien si j'ai bien les 35 heures, quels sont les RTT et quels sont mes avantages à la fin de l'année. Et ça ne choque plus personne parce que les mentalités évoluent, évidemment. Mais attention, parce que la réalité d'un jour n'est pas la réalité du lendemain. Et donc nos talents, il faut vraiment les chérir, mais aussi les accompagner dans la durée parce que c'est eux qui pérenniseront nos entreprises. Alors les accompagner dans la durée, c'est aussi de la formation. Peut-être vous voulez réagir maintenant, je vous vois prendre le micro. Oui, je veux bien réagir parce que je partage totalement ce qui a été dit. Donc, chez Manpower, en fait, on observe et en permanence, on travaille sur les tendances et les perspectives du marché. Et il y a à la fois, je partage totalement ce qui a été dit, une tendance structurelle qui est importante à observer et à la fois des réalités locales. Et moi, en tant que directrice de région Ouest, je suis là aussi pour partager des réalités locales qui sont très différentes. Nous, ce qu'on observe, c'est, bon, ça a été dit, redit, et à peu près dans toutes les salles, je crois, ici, pénurie de talent, ça va durer. Hein, donc ça, dans ce qui est sûr, c'est que ça va durer. Ce qu'on observe aussi, ce qui a été dit, c'est des candidats plus exigeants, mieux informés, qui demandent de la flexibilité. Je sais ici dans la salle des entreprises d'agroalimentaire qui travaillent sur des semaines de 4 jours pour des opérateurs de production. Donc c'est vraiment une réalité, c'est une tendance à la fois structurelle, la flexibilité pour tous, y compris sur la partie production. Ce qu'on observe aussi dans les tendances structurelles lourdes, c'est la révolution liée à la technologie. Nous, on l'observe aussi, on le vit tous les jours, les équipes chez Manpower, la façon de communiquer avec nos intérimaires, avec nos candidats, via notamment notre application, pour communiquer. Aujourd'hui, ils communiquent tous sur le téléphone. C'est-à-dire que, et ça, c'est une révolution technologique. On n'est pas derrière son PC, forcément, et on veut savoir tout de suite les informations, et même chose pour... Donc ça, c'est une tendance importante en termes de perspective. Et puis, un dernier point, la transition écologique va nous obliger à bouger les lignes en matière de développement des compétences, donc création de nouveaux métiers. Donc ça, c'est des tendances très, très importantes. Et plus régionalement, effectivement, en Bretagne, moi, je voulais dire aussi, parce que je suis 100% bretonne aujourd'hui, évidemment, comme nous tous, c'est que bravo à la Bretagne qui a fait quand même un exploit, parce qu'avec 5,5% de taux de chômage, une création d'emplois supérieure aux moyennes des autres régions. Donc, je suis d'accord avec Marie-Laure, il y a une réalité qui est plus ralentie sur ces dernières semaines, mais en tout cas sur le premier trimestre, dans un marché très pénurique, parce qu'on essaye de trouver des solutions, il y a une dynamique emploi et ça, c'est quand même très, très fort. Je rajoute juste, Valérie, sur la tendance des cadres. Pour la première fois depuis 3 ans, nous avons une baisse des recrutements de cadres au dernier trimestre. Absolument, là, hein. Absolument. Donc, nos chiffres sont parus la semaine dernière. Donc, il faut faire attention aussi à ce qui va se passer sans être pessimiste, bien sûr. Alors quand je vous écoute, évidemment, je sens qu'il faut s'adapter sans cesse. Et s'il y a un élément ou un secteur qui doit s'adapter, c'est celui de la formation, qui doit s'adapter aux besoins des entreprises. J'ai donc envie de vous demander, José Milano, comment est-ce que vous faites pour être totalement connecté aux besoins des entreprises par territoire géographique ? D'abord, on s'installe sur les territoires. Parce que c'est bien joli le digital. Évidemment, personne ne discute son importance. Mais c'est bien la combinaison entre du physique, plus d'humain,
et plus de digital. Et ça, c'est encore plus sophistiqué dans nos modèles. Donc comment les équipes de formation s'adaptent? D'abord, leur métier, c'est de développer de la pluridisciplinarité. Pourquoi? D'abord parce que les étudiants, les plus jeunes, on parlait de changement de comportement, ils veulent évidemment des titres, des diplômes, mais ils veulent aussi des tas d'autres choses, des tas d'autres expériences. Ils conçoivent les choses en matière d'univers. Et donc ces univers renvoient des expériences. Donc notre métier, c'est de leur offrir un accès à l'emploi au travers de Bac+2, Bac+3, Bac+5, donc des diplômes que vous connaissez tous. Et en même temps, tous nos étudiants ont accès à l'ensemble des autres modules de notre catalogue. Vous êtes ingénieur, vous faites de la data, vous êtes intéressé par la finance ou la géopolitique, vous avez des cours qui peuvent déboucher sur des certificats. Vous êtes manager, vous faites du marketing, vous vous intéressez à la cybersécurité parce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez sur le net ou en présentiel des solutions à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a près d'1 million d'heures de cours et qu'on digitalise par masse ces cours sans perdre notre ADN qui est un ADN présentiel. Mais ça nous permet quoi? Ça nous permet d'individualiser, de personnaliser l'offre faite aux étudiants. Ça veut dire qu'on renforce leur envie d'apprendre, ça renforce leur engagement. Et pour vous, entreprise, ça permet de développer des candidats, d'avoir en face de vous des candidats qui ont des portefeuilles de compétences plus riches que ceux que j'avais, je ne parle pas de vous, dans la salle, c'est-à-dire un truc très... Voilà, on faisait le programme, et puis on avait un diplôme au bout. Ça, c'est une révolution, et ça, c'est très important. Deuxième axe, on développe les soft skills, parce qu'évidemment, tout le monde est techno aujourd'hui, avec des usages extrêmement sophistiqués, et en même temps, on voit bien que la dimension relationnelle, que ce soit dans le travail en équipe, que ce soit d'un point de vue du comportemental, c'est-à-dire des savoir-être sociaux, que ce soit la capacité relationnelle à maîtriser les outils, toutes ces dimensions un peu plus sophistiquées, beaucoup plus ce qu'on appelle les soft skills, aujourd'hui sont présentes et on en a besoin dans les compétences que nous formons, auxquelles nous formons dans nos équipes. Donc l'idée, c'est bien d'essayer de rapprocher ces populations beaucoup plus diversifiées en essayant de jouer sur leurs envies et être au contact des entreprises pour essayer, soit individuellement, soit avec des contrats plus globaux, d'essayer d'être un des partenaires des entreprises, au même titre que nos collègues de Manpower, par exemple, pour donner des réponses à des cahiers des charges que vous pouvez nous passer. Parce que nous sommes en contact de milliers d'étudiants que nous avons chez nous, et notre rôle est de contribuer à faciliter le matching entre ces étudiants et vos entreprises. Est-ce que peut-être vous pouvez illustrer également avec l'exemple de votre campus de Rennes, expliquer ce que vous proposez justement sur le campus de Rennes? Pour l'illustrer, sur le campus de Rennes, vous allez avoir des métiers du management, de la gestion, Bac+2, 3 et 5. On va avoir une école d'ingénieurs qui va s'installer avec des bachelors et des masters, parce que si on attend que l'administration nous autorise à avoir plus d'ingénieurs, on ne les aura pas. Donc on doit fabriquer des ingénieurs ou des compétences de l'ingénieur autrement. Et ces diplômes-là ou ces titres-là nous permettent de le faire. Nous avons évidemment de la communication, du marketing, avec une école qui s'appelle Sup de Pub. Et puis nous avons des sciences politiques, mais aussi des relations institutionnelles, des affaires publiques, avec une école qui s'appelle HEIP. Donc, et c'est ces écoles-là qui sont au service du territoire, et aussi le fait de mixer des solutions de ces écoles, soit par intérêt de l'étudiant, comme je l'évoquais, soit parce que vous pouvez considérer que ponctuellement pour vos populations ou au travers d'étudiants que vous allez recevoir, vous considérez qu'il nous faut fabriquer ces compétences-là pour qu'elles soient plus à même de répondre à vos besoins. Marie-Laure Collet, je voudrais vous entendre sur un sujet. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que les candidats sont également très attachés aux notions de sens, d'utilité, d'engagement responsable et d'engagement durable de la part des entreprises. Est-ce que c'est également vrai si on focus sur la population des cadres? Alors bien sûr, hein, c'est général. Et ce n'est pas juste générationnel, oui. Hein, ça touche toutes les générations. Néanmoins, l'acte pour changer de job passe en 7e position dans notre dernière étude en ce qui concerne le sens, parce que ce qui reste le nerf de la guerre, c'est la rémunération. Et oui. Hein. Donc, on a fait une étude justement sur les métiers verts et les métiers verdissants. Là aussi, il faut battre en brèche des idées préconçues. Sur les métiers verts, il y aura 4% de nouveaux métiers versus 96% de métiers qui vont se transformer avec cette transformation écologique et énergétique. Donc, il faut bien penser à la formation, et je suis contente d'entendre José dire ça. Ça me permet de vous dire, avant de répondre directement, c'est que
tous les recruteurs doivent changer de paradigme. C'est très difficile pour les RH, c'est très difficile pour les intermédiaires du recrutement. Avant, c'était facile, vous aviez un CV, le curriculum vitae, donc je ne redis pas ce que je dis depuis 10 ans, ça ne veut pas dire curriculum vitae, hein, le latin on ne parle plus depuis des années, ça veut bien dire CV, compétences et valeurs. Par contre, ce qui change, c'est le regard sur ce CV. Avant, un recruteur, qu'il soit entreprise ou intermédiaire privé ou public de l'emploi, regardait le CV. Et il disait, bon ben voilà, il y a le bloc formation, il y a le bloc parcours professionnel, la case intérêt personnel et autres. Et c'est plus ça aujourd'hui. L'individu, et je rebondis, parce que Omnes le fait très bien avec cette flexibilité de formation tout au long de la vie, et là on peut remercier Muriel Pénicaud pour sa loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel et la formation tout au long de la vie, c'est que l'individu salarié devient un offreur de compétences. Et c'est lui qui a les cartes en main. C'est que tout au long de sa vie, il va offrir à un potentiel recruteur un éventail de compétences qu'il aura choisi de mettre en avant ou pas. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez 26 ans, vous mettez en avant tout ce que vous avez fait, parce que vous avez peur d'oublier une compétence qui pourrait passer à côté du recruteur. Mais quand vous avez, comme moi, 57 ans, eh bien, il y a des choses que vous n'avez plus envie de mettre en avant. Vous n'avez plus, même si vous avez ces compétences, vous n'avez plus envie de les exercer. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. L'employeur doit le comprendre, doit l'entendre. Ce qui veut dire que le métier de l'intermédiaire du recrutement ou de recruteur en entreprise devient encore plus complexe. Et là aussi, moi je me bats depuis des années et je ne lâcherai pas mes mandats tant que je n'aurai pas gagné sur le sujet. Je veux certifier notre profession. Parce que notre profession, tout le monde pense qu'elle est facile. Il suffit de s'installer ou se décréter, s'autoproclamer consultant en recrutement. On met une belle plaque dorée et puis on fait la pluie et le beau temps. Et en plus, ceux qu'on a d'une façon aisée, ce sont surtout les patrons de TPE-PME. C'est fini ce temps-là. Donc on doit, avec notre valeur ajoutée, comprendre ce qu'est la compétence, savoir l'analyser au regard du cahier des charges. Et nous ne sommes ni plus ni moins que des marieurs. Nous marions des entreprises avec des individus. Hein. Donc nous sommes l'entremetteur. La période d'essai, c'est bien les fiançailles. Le CDI, c'est bien le mariage. Et quand on termine ce CDI, on bénéficie d'un outplacement, c'est bien le divorce. Donc c'est très pragmatique. Donc il faut aussi penser que lorsqu'on a une offre de recrutement, on doit aller plus loin que, vous savez, cette fiche de poste qu'on resserre qui est poussiéreuse et qui sent la naphtaline, et on dit je veux le même. Non, tu veux pas le même parce que déjà votre entreprise a évolué. Voilà. Et donc ça, c'est très important de se dire que le salarié devient l'offreur de compétences. Et là, ça ne touche pas uniquement les cadres, ça touche tous les secteurs d'activité, toutes les CSP. Voilà. Parce que, en fait, aujourd'hui, le pouvoir est aux salariés. Demain, ce sera peut-être différent. Mais quoi qu'il en soit, le salarié ne fera plus jamais ce qu'il doit faire, mais plutôt ce qu'il a envie de faire. Je vais vous passer la parole immédiatement, Valérie Frénéat, justement pour rebondir sur ce volet du recrutement qui change, et on va voir comment est-ce que vous changez chez Manpower, ce que vous avez mis en œuvre. Juste avant, je voudrais vous interroger, Corinne Wittner, tout simplement sur le volet de la rémunération, parce que vous avez évoqué le fait que la rémunération restait le critère numéro 1. Chez vous, est-ce que la rémunération reste justement également le critère numéro 1 ? Alors, je vais pas répondre immédiatement à la question, mais pour vous répondre, j'ai envie de dire que effectivement, le salarié ou futur salarié qui cherche un fiancé, il va falloir que l'entreprise soit attractive. Et là aussi, c'est une révolution pour les entreprises, c'est-à-dire de se rendre attractive. La rémunération en fait partie. Effectivement, c'est un élément important, mais on le voit du moins dans les salariés qu'on peut recruter, ce n'est effectivement pas le seul critère. On a quand même beaucoup de salariés qui sont attentifs à l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors peut-être que je suis sur un secteur très particulier qui est celui des marins, parce qu'un marin, traditionnellement, il part en mer au long cours, Dieu sait où, pendant 6 ou 8 semaines, et l'équilibre
vie privée et vie professionnelle, c'est quelque chose qui est compliqué à tenir. Moi, je sais que, puisqu'on est sur sur du long cours, mais sur des rythmes de travail, où nos marins sont embarqués 7 jours complets et ensuite ils ont 7 jours libres de repos. Effectivement, là, on a une carte à jouer par rapport à nos concurrents sur le marché du travail, où on peut offrir cet équilibre et peut-être être moins-disant en termes de rémunération. Donc je crois que ça dépend vraiment des entreprises, même si, je l'entends, sur d'autres secteurs, nos salariés sédentaires, la rémunération reste l'élément prégnant. Surtout dans un contexte inflationniste. Et c'est vrai chez les cadres. Alors, la seule exception que nous avons chez les cadres, c'est sur les cadres sup, qui veulent bien effectivement faire partie, mettre en avant le sens avant la rémunération, parce que quand vous êtes à 150 000 € par an, bah, vous acceptez 145 000 € pour rejoindre une entreprise qui offre du sens, etc. Mais quand vous gagnez 25 000 €, 30 000 €, le sujet n'est pas là. Il faut payer son loyer, il faut payer ses charges mensuelles, et on a un réel souci. C'est pour ça que nous, le sens, c'est pour ça que j'insiste sur le déclaratif et la réalité. C'est-à-dire que, évidemment, à salaire égal, tout le monde va choisir l'entreprise qui a du sens. Et donc ça, c'est la compétition après entre les entreprises. Mais dans la réalité, en premier, c'est bien la rémunération. Deuxièmement, c'est les opportunités d'évolution dans l'entreprise, donc la gestion de carrière, parce que contrairement à ce qu'on pense, un salarié, même si avec ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a 40% de cadres qui quittent leur entreprise la première année, 45 pour les moins de 35 ans, un salarié, quand il se met dans un processus de recrutement et qu'il est pris, eh bien, il veut durablement évoluer dans l'entreprise. Troisièmement, c'est l'intérêt des missions. Évidemment. Et après, vous avez le management en quatrième, enfin, vous avez différents critères. Et le sens, c'est le septième, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas surtout aujourd'hui. Alors Valérie Frinera, on l'a compris, le métier du recruteur change énormément. Comment est-ce que vous vous adaptez chez Manpower à ces nouvelles demandes et à ce nouveau marché du travail ? Déjà, je voulais saluer en fait les RH, parce qu'en tout cas, depuis un certain nombre de mois, d'années, ils sont devenus la fonction la plus stratégique de l'entreprise, en première ligne. Et effectivement, nous, notre objectif, c'est de les accompagner en permanence. Quand on parle d'attractivité, moi, j'ai envie de dire, pour bien attirer, pour avoir une bonne marque employeur, il faut bien fidéliser. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, le système de recommandation, au travers des pairs notamment, est très important. Nous, on le voit dans notre métier même, et je voulais attirer l'attention d'un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est que, évidemment, notre métier, nous, c'est toujours l'ultra-flexibilité. Aujourd'hui, le contexte, il est totalement incertain, il est inédit, on voit qu'on a une rentrée qui est chahutée sur un certain nombre de marchés, et nous, on est là, effectivement, aussi pour des fois des missions de 2 jours. Il faut bien répondre à ces missions de 2 jours. Mais cet intérimaire qui est venu 2 jours en mission est le futur ambassadeur, probablement, de cette entreprise et dans laquelle il peut s'inscrire demain. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un rapport aux salariés, qu'il soit intérimaire, qu'il soit en CDI intérimaire ou qu'il soit embauché, qui est à prendre en compte, et les DRH l'ont bien compris. Après, moi, ce que je dis aussi, c'est que faut manager la marque employeur. Alors, humblement, on essaye de le faire nous aussi chez Manpower. C'est déjà établir un diagnostic. C'est-à-dire que quand on parle de marque employeur, mais pourquoi on veut le faire ? Est-ce que c'est pour améliorer son processus de recrutement ? Est-ce que c'est pour développer l'attractivité ? Est-ce que c'est pour fidéliser ? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu galvaudé et tout le monde essaye de développer des trésors d'énergie pour être le plus attractif possible. Et j'installe un baby-foot. Enfin voilà, je suis au top de l'attractivité. Et ça a été dit, ce qui est important, c'est d'être authentique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au niveau des attentes, on veut pas, les candidats ne veulent pas seulement une entreprise avec un grand groupe, des avantages. Bien sûr, la rémunération est clé
dans un contexte d'inflation, c'est évident de le dire, mais il y a une authenticité, c'est-à-dire qu'on le voit aussi dans le développement de nos partenariats avec les entreprises et les candidats, puisqu'on a 2 clients, les entreprises et les candidats, c'est que c'est plus qu'un descriptif de poste. C'est-à-dire que, et je sais qu'aujourd'hui, évidemment, on nous sollicite avec des descriptifs de poste, et c'est très bien de le faire, mais en même temps, on nous dit, mais cette entreprise est à quel projet ? Et c'est pourquoi faire, même pour des missions courtes. Et quel rôle est là aujourd'hui cette entreprise ? Donc c'est aller plus loin, nous, dans notre métier. Et ce qu'on a fait aussi, c'est jouer un rôle plus social. Le matching dans un marché à 5% de taux de chômage, si on attend que les demandeurs d'emploi soient dispo, prêts à l'emploi, moi je dis toujours, si on a des techniciens de maintenance dans nos viviers qui dorment, c'est qu'on ne fait pas bien notre travail. Donc déjà, c'est s'engager sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a des agences et qu'on a continué à investir, nous, dans les agences, dans les territoires, en proximité, pour construire. Et on a développé des parcours personnalisés avec des pas de côté. On fait ça avec les entreprises, bien sûr, avec Pôle emploi, avec des partenariats, pour pouvoir faire plus d'insertion. Si on veut construire des viviers, ben, il faut effectivement aussi plus d'inclusion. On a beaucoup formé. Ça pose quand même quelques sujets financiers, véritablement. Hein, c'est pas simple. Hein. Moi, sur ma région, on a formé 6500 collaborateurs intérimaires. Donc, ça pèse, hein, mais en même temps, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il faut former. Donc, insertion, formation, CDI intérimaire, et on garantit une employabilité. Alors ça, c'est c'est challenging, surtout quand les marchés bougent. Mais on a aujourd'hui donc un CDI intérimaire, c'est un salarié qui est permanent chez nous, pour lequel on garantit une employabilité de 90%. Et puis, pour être attractif aussi, il y a ce qu'on fait en national, évidemment, avec notre direction marketing, avec les job boards, pour saturer, mais c'est aussi en local, et ça, c'est vraiment important, et d'ailleurs, les équipes sont là ici, donc je ne risque pas de les oublier, mais on a travaillé aussi sur la recommandation, et notamment au travers de la note Google, pour chaque agence. Hein. Donc l'histoire, elle s'écrit, et ça c'est une conviction très personnelle, avec des hommes et des femmes qui sont sur les territoires et qui travaillent ensemble. Donc effectivement, ça exige, mais en même temps, c'est ce qu'on se disait. Il y a des jours plus difficiles, mais la plupart du temps, on trouve ça assez enthousiasmant. Alors j'ai envie de rebondir sur quelques propos, notamment sur la marque employeur, avec l'archétype ou le stéréotype du baby-foot dans les entreprises pour mettre un petit coup de marketing Jones. Ou de Jones sur la marque employeur. Et là, j'ai envie de vous donner la parole, Marie-Laure Collet, parce que je sais que sur la marque employeur, votre conviction, c'est qu'il faut cultiver l'authenticité et que ça ne sert à rien d'aller mentir sur des valeurs qu'on n'a pas. Non. En fait, je donnais le chiffre tout à l'heure du turnover des cadres la première année. Sur ces 40% en global et sur les 45% sur les jeunes de moins de 35 ans, c'est bien parce qu'il y a un effet déceptif de l'entreprise qui a survendu sa marque employeur, qui a pris des conseils avisés et qui a mis un gros coup de peinture sur ce qu'elle était en faux. Parce qu'au quotidien, on ne trompe pas le collaborateur. Il y vit, il doit s'y développer. L'entreprise, sociologiquement, la notion de l'entreprise a beaucoup évolué dans la vie d'un salarié. Il ne faut pas oublier que la cellule famille n'a pas la même représentativité en 2023 qu'elle n'avait en 1990, et que le travail n'est plus juste finalement une occupation rémunératrice. C'est aussi un endroit où on veut se développer et se déployer, et où on veut travailler ensemble. Chez Interaction, la promesse employeur, c'est liberté d'être et de grandir ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on laisse à chacun des collaborateurs la liberté de s'exprimer et de continuer son parcours et d'évoluer d'une structure à l'autre. Et ça, c'est ultra important, mais il faut le vivre au quotidien. Il ne faut pas se tromper sur les mots. Et ça demande aussi un effort de la part de l'entreprise, quelle qu'elle soit, de repenser chaque mot de sa promesse employeur. J'étais à la plénière d'Hugues-Mélie ce matin, Vincent Legendre et Caroline Hullier-Lebranchu. Évidemment, l'attractivité, elle se fait grâce à la marque employeur, mais celle-ci doit être complètement alignée avec les valeurs prônées par le dirigeant, et encore plus quand c'est le dirigeant fondateur, par les actionnaires,
par les managers, parce que le maillon managérial est essentiel. Valérie, comme pour nous, on a des managers intermédiaires. S'ils ne relayent pas bien la promesse de l'entreprise, ben, ça devient un peu problématique. Hein. Donc, évidemment, vous comme nous, la proximité est ultra importante. Nous, notre siège est à Rennes. Notre dirigeant créateur a voulu qu'il y ait des centres de proximité partout, ce qui fait qu'on a maillé le territoire. L'APEC, que j'ai la grande chance de présider, moi j'ai mis mon mandat sous 3 grands principes. Premièrement, proximité. Moi je suis arrivée dans une association qui a mon âge, donc très vieille, et qui finalement avait une politique faite à Paris pour les grands groupes. Moi j'ai dit premièrement les territoires, parce qu'on ne parle pas la même langue en Bretagne qu'en Occitanie. Moi, quand je suis revenue de Paris et que j'ai commencé à vivre en Bretagne, pourtant c'était ma région d'origine, j'ai mis 2 ans à comprendre les dirigeants. 2 ans. 2 ans, mais vraiment. Donc je pense que je ne suis pas complètement stupide, ou alors peut-être que je suis autiste, c'est encore un autre sujet, mais je pense que quand on va chercher un dirigeant et qu'on lui propose une mission de recrutement, il faut bien comprendre ce qu'il dit derrière. Ça, c'est la première chose. Donc les territoires. Deuxièmement, moi, j'étais dans une association où on ne parlait que de grands groupes. Ah ben oui, le DRH de machin, le DRH de truc, bah ouais, super. Sauf que les grands groupes sont rien sans les ETI, les TPE, PME. Donc moi, j'ai dit à l'APEC, il faut savoir recruter les TPE, les gens dans les TPE, PME, parce que nos jeunes, et José ne va pas me contredire, et moi j'ai des fils qui ont fait des écoles de commerce, on leur dit, et puis des amis de mes fils, on leur dit, ah non, mais vous allez travailler dans la multinationale, vous allez être les champions du monde, parce que Bac plus 5, de toute façon, vous êtes champions du monde. Et en plus, vous allez gagner tant. Hein. Et puis, alors, nos petits jeunes là, qui viennent nous voir, ils nous disent, oui, mais on m'a dit que je valais tant. Oui, d'accord. Tu vaux tant si tu vas travailler chez Nestlé, donc il faut que tu aies une chance de rentrer chez Nestlé. Mais si tu n'as pas fait une des 5 majors, tu ne vas pas rentrer chez Nestlé. Donc, j'ai rien contre Nestlé, bien sûr, mais c'est juste une illustration. Mais la TPE-PME du coin, elle ne va pas te payer tant. En revanche, tu vas avoir un cadre de vie, une flexibilité, des avantages qui sont peut-être immatériels, mais qui enrichissent. Voilà. Donc j'ai voulu mettre mon mandat sur ce deuxième sujet, la TPE-PME, parce qu'elle fait la richesse de nos territoires et elle fait le lien économique essentiel. Ce n'est pas pour rien que José vient s'installer à Rennes. Et troisième sujet, je finis, troisième sujet, qui rejoint l'inclusion, c'est sur les populations les plus éloignées de l'emploi. Et contrairement à ce qu'on pense, les populations les plus éloignées de l'emploi, c'est bien sûr les seniors, hein, ça vous en entendez parler depuis 2 jours, c'est aussi les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est pour ça que, notamment avec Omnes, mais beaucoup d'écoles, j'ai voulu accélérer les signatures de partenariat avec l'ensemble des centres de formation. Bien sûr, les personnes handicapées, ça tout le monde le sait, mais il y a une 4e population qu'on avait complètement oubliée et que nous, on a remis devant, ce sont les demandeurs d'emploi de longue durée. Parce qu'il y a plein de demandeurs d'emploi de longue durée. Il y a quand même 6,5% de chômeurs sur les seniors qui sont de longue durée, alors qu'on se vante d'avoir 7,1% de chômeurs. Non mais attendez, là, il y a des compétences qui dorment. Allons les chercher. Alors, il nous reste 5 petites minutes et on a encore quelques sujets à évoquer. Corinne Wintner, pardon, j'ai du mal à le prononcer, veuillez m'excuser. Marque employeur, formation continue. Qu'est-ce que vous faites en matière de marque employeur et surtout sur la formation continue de vos talents, j'ai envie de dire, ou en tout cas des collaborateurs à potentiel? Formation continue, c'est la montée en compétences et c'est aussi la rétention aujourd'hui. Hein. On parlait de garder les compétences, de retenir les compétences. Alors, on a une école de formation à Saint-Malo. Nous formons à peu près 1400 stagiaires dans l'année, donc c'est beaucoup de monde. À la fois les personnels saisonniers, puisqu'ils doivent être formés à la sécurité pendant 1 semaine et avoir un certificat à la sécurité avant d'embarquer, mais également nos marins qui, tous les 5 ans, doivent revalider leur brevet. Et on a internalisé en fait cette revalidation. Donc, ce sont des officiers de chez nous qui sont devenus formateurs et qui, en fait, permettent à nos marins de... On vit un petit peu en autarcie sur le sujet, mais en tant que premier employeur de marins français, en fait, ça faisait sens aussi de le faire en interne.
n'y a pas aujourd'hui les structures de toute façon ailleurs pour le faire. Et puis c'est aussi aujourd'hui la formation chez nous c'est à peu près 4,5 millions par année d'euros. Donc c'est un budget quand même assez important. Formation métier pour la montée en compétences, pour pouvoir faire de la promotion. Hein. Alors j'aime pas tellement le mot plan de carrière, mais au moins qu'il y ait des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise et pouvoir retenir, garder nos talents. Et puis sinon, votre deuxième question, justement, c'était vis-à-vis de vos talents et marque employeur. Pardon. Oui. Et pour les personnes que vous projetez à des postes clés dans votre entreprise, je sais qu'il y a notamment tout un plan de formation continue pour justement assurer on a commencé à faire le travail il y a quelques années parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il fallait absolument qu'on pense au remplacement des dirigeants dont je fais partie et de voir comment on pouvait identifier en interne les potentiels qui, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourraient vraiment les faire monter en compétences et leur offrir de jolies perspectives en Bretagne chez nous. Et marque employeur, on est en train de faire le travail en fait. On a commencé à peu près 6 mois justement pour définir nos valeurs de marque. Nous sommes en plein dans ce processus et pouvoir en fait, mais je rebondis vraiment sur l'authenticité parce que c'est quelque chose auquel je crois, c'est-à-dire faire une promesse de marque non seulement à nos candidats mais à nos salariés et de s'y tenir parce que sinon ça ne sert à rien. Donc, mais je suis confiante. Alors, j'ai 2 dernières questions. La première, elle est pour José Milano sur la formation continue et l'accompagnement des transitions professionnelles. Comment votre école et vos campus répondent à ces sujets des transitions professionnelles, à la fois pour se reconvertir, mais aussi pour poursuivre dans l'entreprise? C'est d'abord évidemment bien connaître les entreprises et les salariés, c'est travailler avec des partenaires comme l'APEC par exemple, évidemment. C'est aussi proposer des schémas extrêmement flexibles. Donc là aussi, c'est de l'individualisation, c'est-à-dire du digital, mais aussi de la personnalisation, adaptée à l'individu ou à la demande de l'entreprise. Donc on va vers des modèles beaucoup plus sophistiqués, qui sont en fait industriels, mais qu'on sait personnaliser en fonction des demandes des salariés et des stratégies d'entreprise. Et Valérie Frénéat, dernière question, comment est-ce que vous faites pour garder à flot votre vivier de talents? Alors, on a plusieurs segmentations, plusieurs approches, mais peut-être je peux en citer une. On a développé un programme qui permet de construire des parcours personnalisés avec un programme qui s'appelle Agent des talents. Alors, pour faire court, je ne sais pas si vous connaissez la série 10%, généralement, tout le monde connaît, super. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir dans nos agences, donc nos recruteurs ont un portefeuille de collaborateurs intérimaires sur lequel on s'engage à l'employabilité à 100% et sur lequel, effectivement, il y a un suivi personnalisé, à la fois sur la formation, l'intégration. Donc ça, c'est un point important pour pouvoir, effectivement, non seulement accompagner des parcours, mais aussi la personnalisation. Et c'est un suivi qui se fait au quotidien, puisqu'on assure aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, entre 80 et 90% de taux d'emploi. Sachant que pour la majorité d'entre eux, ils sont embauchés dans les entreprises et c'est bien ça qu'on veut aussi. Et donc, ils sont aussi des futurs ambassadeurs. Et puis, ce qu'on développe aussi fort et ce qui change dans le contexte, parce que, encore une fois, c'est la capacité à faire des pas de côté avec les entreprises et aller chercher des solutions un peu innovantes. Et moi, c'est ça que j'aime bien en Bretagne, c'est parce que la plupart des dirigeants, on ose, on essaye de faire des pas de côté et en l'occurrence, on a fait une expérimentation dans l'agroalimentaire où on s'est mis autour de la table avec Pôle emploi, les entreprises, un collaborateur recruteur Manpower et on s'est dit comment ensemble on résout l'accompagnement personnalisé d'un candidat qui est éloigné de l'emploi. Et pour ça, je citerai le mot engagement. C'est-à-dire que ce qui a fait la réussite de ce programme, et c'est parce que, en fait, et c'est bien des hommes et des femmes qui font ça, c'est parce que chacun s'est engagé. J'aime bien aussi dire chacun fait sa part. Chacun s'est engagé et c'est comme ça que ça marche.
Parce que, évidemment, s'il y a un gros travail qui est fait par le recrutement, mais qu'ensuite ça bloque, parce que l'entreprise, et je sais quels sont les défis nombreux des entreprises aujourd'hui, faire face, et je suis admirative tous les jours. Mais en même temps, s'il n'y a pas l'engagement derrière, sur l'intégration, sur l'accompagnement, tout ça c'est perdu, et ça joue sur la marque employeur. Donc, plus de personnalisation à la fois côté candidat et plus de personnalisation à la fois côté entreprise. Et c'est ça qui fonctionne et c'est pour ça que c'est important de travailler en proximité, en permanence. Et ce qui change aussi beaucoup, et j'apprécie ça, à titre personnel, c'est aussi une de mes convictions personnelles, c'est qu'on peut se parler vrai. Et moi, ça, j'aime bien. C'est qu'on a parlé d'authenticité. Oui. Et pour avancer, c'est bien aussi de se parler un peu vrai. Et je pense que tout le monde a été un peu dans le dur après Covid. Alors, on n'a pas forcément tous vécu les mêmes périodes difficiles, mais on a envie aussi de plus d'efficacité et d'aller à l'essentiel pour aussi être un peu exemplaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne se l'applique pas à nous, forcément, c'est pas terrible. Donc, voilà, je dirais des programmes solides, mais en même temps de l'engagement personnel. Engagement, authenticité, personnalisation. Proximité. Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, Et ce sera le mot de la fin, Valérie, c'est qu'il faut aussi changer sa vision sur l'intérim, dans nos groupes de l'intérim, parce que, et c'est un message que je porte notamment auprès du gouvernement, l'intérim, ce n'est pas de l'emploi précaire. Ça, c'est une vision passéiste de l'intérim. Nous, notre slogan, c'est « Intérim, source d'avenir ». Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le salarié choisit. Et quand il choisit, eh bien, il peut choisir une ultra-flexibilité. Et donc, de nos sociétés, on leur permet, grâce à la formation, mais grâce à des outils, de rebondir très facilement et d'avoir finalement l'employabilité qu'ils veulent. Nous, vous parliez tout à l'heure de la cooptation. My Job Company, c'est un formidable outil de cooptation. Alors, c'est connu sur les cadres et les techniciens. Nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Merci, qui permet aussi aux intérimaires de se coopter entre eux. Et donc là, on ne peut pas mentir sur la réalité de la promesse employeur. Bien, merci infiniment. Je suis désolée, on a dépassé de 5 minutes. J'espère que ça ne vous met pas en retard sur le programme. Merci. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous.